Pour commencer, est-ce que ça peut changer la donne pour le nouveau président de la Commission des finances? Écoutez, Commentaire sur cette je reste sur les positions qui sont les miennes sur ces histoires, c'est-à-dire qu'il y a la présomption d'innocence. Voilà, donc il faut attendre que l'enquête aille jusqu'au bout, que la justice se prononce. J'avais dit la même chose pour tous les ministres qui avaient été mis en cause dans ces affaires. Maintenant, si vous voulez, une fois que j'ai dit ça, je ne puis m'empêcher de commenter l'attitude de la France insoumise face à ces affaires. Parce qu'ils ont été les premiers à vociférer en réclamant la démission de Damien Abad, la démission de Darmanin. Voilà, et donc ils sont un peu l'arroseur arrosé. En fait, LFI est dans une posture depuis longtemps maintenant, à savoir que dès qu'un homme est mis en accusation par la parole d'une femme, sans qu'il y ait même une enquête ou une officialisation d'enquête, la présomption de culpabilité finalement vaut d'entrée pour LFI qui réclame à tour de bras des démissions. Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a effectivement la contradiction entre ce qu'ils appellent de leur vœu pour les autres et ce qui s'applique à eux-mêmes, mais même à l'intérieur de leur propre mouvement, on n'est pas traité pareil si on est un homme d'influence proche du leader Massimo ou si on fait partie de la Pietà. Et regardez comment Taha Bouaf ça a été traité. C'est pas du tout le même traitement qu'Éric Coquerel, qui est considéré comme le plus vieux compagnon de route de Mélenchon. Vous savez, ça rappelle l'Union soviétique, quand vous avez des commissaires politiques qui étaient en charge de régler les affaires et puis qui, à leur tour, une fois qu'ils étaient en disgrâce, eh bien, passaient eux aussi à l'échafaud. Là, c'est pareil. La France insoumise accuse la terre entière et maintenant, ces accusations se retournent contre eux et ils sont très embarrassés avec ce sparadrap. Prendra sa retraite, là, très prochainement. On a un ministre qui s'excuse également après avoir menti ouvertement. Mais ce dont on a besoin, c'est surtout de quelqu'un qui nous explique ce qui s'est passé, pourquoi et comment il va protéger les Français à l'avenir. Jean Messia, je viens vers vous parce que je vous ai vu bouffer... Non, mais attendez, dans quelle espèce de système de taré vit-on pour avoir au bout de 2 mois une vérité que tout le monde connaît, en fait. C'est-à-dire que si le pouvoir en est... Mais c'est une vérité détaillée, avec des témoignages et des choses précises. D'accord, mais tout le monde a vu ce qui s'était passé. On sait qu'il y a eu des dysfonctionnements, on sait que le service sécuritaire était sous-dimensionné, on sait qu'il y a eu des hordes de voyous majoritairement d'origine immigrée qui se sont attaqués aux touristes, qui les ont dépouillés. On sait qu'il y a eu des agressions sexuelles. Enfin, depuis, si vous voulez, les témoignages abondent. Et heureusement qu'il y avait des caméras étrangères, britanniques, espagnoles, etc., parce que c'était un événement international. Et donc, le pouvoir, effectivement, a tout fait pour étouffer au départ cette affaire. D'où l'utilité de la commission d'information. Pour mentir. Oui, mais d'accord. L'utilité de la vidéosurveillance qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire le problème, si vous voulez... On va poursuivre après. Quand le gouvernement, quand la commission dit la communication du gouvernement a évolué ces dernières semaines. En gros, c'est pour dire qu'ils ont menti, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils auraient pour le coup. En gros, si je fais la traduction, si Gérald Darmanin n'avait pas menti dès le début, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est... Bon, il a menti, c'est un fait. La commission d'enquête, elle confirme quelque chose qu'en réalité, tout le monde savait déjà. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi il y a eu mensonge sur cette opération-là? Pourquoi, par exemple, lorsqu'il y avait les gilets jaunes des débuts, il n'y a jamais eu mensonge? Là, l'État s'en est donné à cœur joie, les représentants de l'État s'en sont donnés à cœur joie, ils ont bien décrit le phénomène, ils ont envoyé les blindés de la gendarmerie, parce que je pense qu'il y a une chape de plomb par rapport aux questions sécuritaires qui sont liées à certaines immigrations que le pouvoir ne veut pas aborder. D'ailleurs, quand on a posé la question à Gérald Darmanin de savoir quelles étaient l'origine des délinquants et des criminels qu'on a vus sur les vidéos, il a dit que c'était une question nauséabonde. Donc il y a une partie du réel qui est nauséabonde. Il n'a pas hésité à stigmatiser les Anglais. Exactement. Il y a une partie du réel qui est nauséabonde et qui est très dure à prononcer. Et du coup, non seulement il y a eu mensonge, mais les bandes vidéo ont été effacées pour masquer l'origine des bandes tout court qui ont attaqué. Trafiquons pas non plus la vérité. La vérité, c'est que ces bandes, par incompétence, on peut imaginer. Non, elles n'ont pas été écrasées. Ce sont pour des problèmes de disque dur, de stockage. Il y a un temps de latence pendant lequel elles sont disponibles. Ensuite, elles s'auto-effacent pour laisser de l'espace. Et elles n'ont pas été réquisitionnées. Voilà. Donc pourquoi
j'en sais rien. Incompétence ou complot? Et dernière chose que je voulais dire, c'est que si effectivement Gérald Darmanin reconnaît qu'ils n'ont pas su anticiper, qu'il ne veut pas voir la délinquance et que le dispositif sécuritaire n'a pas pu garantir la sécurité des supporters, mais alors il ne faut pas venir nous expliquer qu'il est très crédible sur la protection vis-à-vis de phénomènes beaucoup plus importants comme le terrorisme, par exemple. Et je le dis parce que M. Messia est toujours en train de politiser les choses. Non, ça a été dit. Est idéologique. Non, mais justement non. Justement donc, ça a été dit par le président de la commission d'enquête du Sénat, d'information du Sénat, la mairie de Saint-Denis, le maire de Saint-Denis qui a recruté, qui a doublé ses effectifs de police municipale parce qu'il n'a pas d'effectifs de police nationale, avait prévenu la préfecture de police. Et ce maire de Saint-Denis, puisque vous dites qu'on a un problème avec la délinquance, ou en tout cas de la dénoncer ou de la voir, est un maire socialiste. Ça va même plus loin, Jean Messia, parce que là, ces actes de délinquance, nous explique le président de la commission des lois, étaient anticipables. Et vous avez un gouvernement qui se défend également, qui va encore plus loin, qui dit que le délai d'organisation de 3 mois, il était trop court pour préparer. Mais pourquoi on est allé supplier l'UEFA de l'organiser, cette Ligue des Champions, si le délai était trop court? C'est le président de la République qui, encore une fois, en toute imprudence, effectivement, a réclamé des choses que derrière les administrations n'ont pas suivi. Mais c'est vrai que quand vous avez un président de la République qui, par ailleurs, dit que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie, vous avez du mal à avoir un ministre de l'Intérieur qui dit non, c'est le Bronx. Et de fait, la Seine-Saint-Denis, effectivement, est un territoire qui est très violent. Je ne comprends pas cette idéologie, si vous voulez, qui arrête, je dirais, les phénomènes de délinquance, de criminalité à l'immigration. C'est-à-dire, dès que l'immigration est associée à des choses négatives, il ne faut pas en parler. Pourquoi ? Parce que nous avons un logiciel qui a décrété que toujours et en tout lieu, l'immigration est une chance pour la France, que toujours et en tout lieu, le vivre ensemble est magnifique. Donc à partir de là, le disque est un petit peu rayé parce que ça correspond pas au réel. Ce sont les vaches sacrées du système, et gare à celui qui ose contester. Et quand bien même la réalité, vous faites à longueur de plateau. Laissez-moi finir. Gare à celui. Vous voyez que vous m'interrompez quand je le dis, donc vous faites partie de cela. J'ai l'impression de discrayer. Ça c'est la première. Par contre, dès qu'il s'agit de parler de discrimination à l'embauche, à l'emploi, etc., là, il n'y a pas de problème. Dès que l'immigration est associée à des choses qui peuvent accabler la France, là, on devient très volubile. Nous sommes à l'Assemblée Générale de l'Institut Apollon, alors que nous souhaiterions être sur CNews. Allez, on va avancer. Pardon, Monsieur Messia. Encore une fois, oui, il y a une immigration qui est... Oui, mais là, c'est très rayé. C'est même plus le CD qui est rayé. C'est vraiment rayé qu'on va avancer. Parce que je veux percer votre carapace de négation. On a compris, Jean. Qui est parti du Rassemblement National fut un temps, c'est qu'il y a 2 ans, ce RN aussi, comme le dit Olivier Véran, parlait de protéger les frontières, et aujourd'hui ce même RN veut faire donc par cette loi non votée des passoires épidémiques de nos frontières. Alors premièrement, là aussi il y a quand même une incohérence. Les macronistes et les pseudo-progressistes nous ont expliqué pendant plus de 2 ans que le virus n'avait pas de frontières. C'était leur grand slogan. Les virus n'ont pas de frontières, comme si les virus c'était des petites bêtes avec des petites ailes. Voilà. Les virus se déplacent sur les gens jusqu'à nouvel ordre. Donc effectivement, les frontières, au moment où le virus ne circulait pas en France, eh bien, il y avait un sens à les fermer ou à établir des contrôles, à tout le moins, aux frontières pour éviter que les virus n'arrivent en France. Mais la spécialité du gouvernement pendant 2 ans et demi, c'était de vous dire d'abord que ça servait à rien, et une fois que le virus était en circulation, il vous dit, vous voyez, ça sert à rien puisque le virus est déjà là, donc ça sert plus à rien de fermer les frontières. Et on était dans cette logique où on se mordait un peu la queue en permanence en ne voulant pas faire des choses en amont, en se les ramassant en aval et en auto-justifiant par l'aval ce qu'on n'a pas fait en amont. C'était ça la logique macroniste. Bon, aujourd'hui, il change de pied alors même que le virus circule. Et le RN aussi change de pied. Pardon, vous faites un peu diversion là. Non, parce que le RN... Faites un petit peu diversion. Pourquoi voter contre cet amendement alors que depuis 2 ans, le RN dit les frontières. Je vais vous répondre. C'est pas très cohérent, je trouve. Ici, parce que d'abord, en 2 ans, le virus a largement eu le temps, compte tenu du fait, ces mesures de fermeture des frontières, il faut les faire au début, pas à la fin. Déjà, le virus... Là, il ne s'agit pas de fermer les frontières, mais d'installer le pass en cas de recrudescence épidémique. Le virus circule au sein de nos frontières, à l'intérieur de notre territoire, et tout porte à croire que les nouvelles variants de ce virus sont beaucoup moins virulents que les variants qu'on a eus. Donc effectivement, à ce stade... Plus contagieux, mais encore une fois, on a vu énormément de contagieux. Mais l'hôpital, il est pour l'instant, les hospitalisations n'augmentent pas. Allez, encore un ou 2 mots, j'en sais.
c'est la question des parents, là. Que font ces gamins de 9 ans dans une salle de classe à tout détruire après le problème, c'est que nous venons d'avoir un couplet à la fois de déni et d'aveuglement par une partie de la gauche française représentée ici sur ce plateau, qui, au départ, nous disait qu'en fait, c'était des faits divers. Au départ, il disait c'est un fait divers. Et puis ensuite... C'est pas exactement ce que... au début de son propos... C'est la caricature. Là. Au début de son propos, il disait que c'était des faits divers, donc il faut entendre des faits isolés qui ne constituent en rien un phénomène de société. Et puis ensuite, il s'est contredit en disant, finalement, ça arrive très fréquemment, ce genre de choses. Donc moi, je suis de ceux qui croient que ce genre de choses arrive non seulement fréquemment, mais arrive très fréquemment. Et donc, du coup, pour les parents, c'est un phénomène pour les de société. C'est un phénomène d'abord d'éducation. Donc là, c'est les parents qui sont responsables, parce qu'à 9 ans, encore, quand vous avez 15, 16, 17 ans, c'est-à-dire que vous êtes un mineur, mais vous êtes très proche de la main, voilà, un jeune adulte, là, effectivement, vous avez des sanctions qui ne peuvent pas être celles des enfants. On ne peut pas mettre un enfant de 9 ans en prison. Par contre, on peut effectivement en appeler à la responsabilité des parents, parce que qu'est-ce qui va se passer si ce genre d'acte n'est pas puni, n'est pas sanctionné, quelle que soit d'ailleurs la sanction, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Là, on est d'accord. Ils vont comprendre que si détruire une classe, ça n'a appelé aucune sanction, ce qui a été dit précédemment. Nous allons détruire un commissariat. Parce que la classe d'âge juste au-dessus, c'est la classe d'âge qui jette des mortiers d'artifice sur les commissariats et qui jette effectivement des projectiles sur les policiers qui rentrent dans les quartiers. Vous voyez, donc il y a une gradation dans la violence. La violence, ça va crescendo, à moins qu'à un moment donné... Comment vous sanctionnez ces enfants, parce qu'on parle d'enfants, pour leur faire comprendre qu'en effet, ils ont commis un délit. Comment vous freinez un parcours de délinquance aussi précoce? Il y a deux choses. D'abord, il faut éduquer d'abord les parents. Parce que des parents qui laissent effectivement des enfants de 9-10 ans à l'extérieur à 23h, c'est pas pour faire la fête, vous voyez. Il n'y a rien de bon à 23h dans la rue pour un enfant qui a 9 ou 10 ans. À moins qu'il rentre d'un anniversaire avec des amis et accompagné. Mais s'il est tout seul, il n'y a rien de bon pour lui à cette heure-là dans la rue. Donc il faut éduquer les parents. Parce que les parents, très souvent, ont un manque de conscience sur les dangers qu'encourent leurs enfants quand ils restent aussi tard. Et ensuite, effectivement, les sanctionner s'ils ne veulent pas entendre raison.